Encore du chemin à faire dans le processus de paix au Mali, c'est ce qui ressort principalement du rapport du secrétaire général de l'ONU, rapport présenté hier devant le Conseil de sécurité. Le dossier de cette édition s'intéresse à la course des pirogues dans la région de Mopti, un événement phare au centre des grandes festivités culturelles et sportives. La course des pirogues apparaît pour les populations riveraines comme une tradition hautement symbolique. Sport football, première journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Aigles du Mali défient demain samedi au stade de la Paix de Bouaké les éléphants de la Côte d'Ivoire pour le match certainement du positionnement dans le groupe. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM, une édition que nous ouvrons par ces deux messages. Celui de condoléances tout d'abord du président de la République, chef de l'État, à son Excellence M. Issoufou Mohamedou, président de la République du Niger. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris l'attaque armée survenue le jeudi 6 octobre 2016 sur le site des réfugiés maliens de Tazalit dans la région de Tawa et qui a occasionné le décès de 22 soldats de votre pays ainsi que de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais adresser à votre Excellence, au peuple frère du Niger, ainsi qu'aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus attristées. Je forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l'âme des valeureux soldats tombés sur le champ de l'honneur. Je saisis l'occasion pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte criminel qui n'ébranlera nullement la volonté des pays de notre région et de la communauté internationale à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'excellence de ma très haute et fraternelle considération. Message signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et puis cet autre message de félicitations cette fois-ci du président de la République, chef de l'État, à Monsieur Antonio Guterres, candidat sélectionné au poste de secrétaire général des Nations Unies. Votre sélection par le Conseil de sécurité pour occuper le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Le consensus autour de votre sélection en ces temps cruciaux et difficiles illustre éloquemment le respect et la confiance dont vous jouissez au sein de la communauté internationale et ce, grâce à vos hautes qualités humaines et professionnelles, votre intégrité intellectuelle et la longue expérience accumulée durant l'exercice de très hautes fonctions qu'il vous a été donné d'assurer, tant au plan national qu'international. Je puis vous assurer du plein soutien et de l'accompagnement permanent de la République du Mali. En vous souhaitant plein succès pour la réussite du processus, je vous prie d'agréer l'assurance de ma très haute considération. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est donc arrivé cet après-midi de la France où il a effectué une visite de quelques jours. Le chef de l'État, à son arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou, a été accueilli par le Premier ministre et les membres du gouvernement. Ibrahim Boubacar Keïta, au cours de son séjour, a rencontré les autorités françaises et a échangé avec elles sur les voies et moyens de raffermir davantage la coopération bilatérale entre le Mali et la France. L'arrivée du chef de l'État cet après-midi donc à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Le chef de l'État qui a donc été accueilli par le Premier ministre Modibo Keïta et les membres du gouvernement. C'était donc cet après-midi à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. L'accueil du chef de l'État par le Premier ministre et les membres du gouvernement ce soir à Bamako. Voilà, le président de la République a donc regagné Bamako cet après-midi en provenance de Paris. Ibrahim Boubacar Keïta, en visite privée en France, s'est entretenu avec François Hollande, président de la République française. À l'issue de leur entretien, le président malien et français sont convenus d'approfondir encore la coopération civile et militaire bilatérale. Le président Hollande a confirmé sa volonté d'accompagner le redéploiement de l'État malien sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Il a également rappelé la disponibilité des forces françaises à accompagner les patrouilles mixtes associant forces armées maliennes et mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation dans toutes les régions du nord du Mali. François Hollande a aussi indiqué qu'un effort substantiel en faveur du développement du Mali était réalisé au niveau européen dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et des causes profondes des migrations irrégulières
irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique font créer en 2015 au sommet de La Valette. Enfin, les deux chefs d'État ont évoqué la préparation du sommet Afrique-France qui réunira le Mali, la France et les chefs d'État et de gouvernement africains en janvier 2017 ici à Bamako. Des avancées ont été obtenues dans le processus de paix au Mali, mais il reste encore du chemin à faire. C'est ce qui ressort principalement du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Mali, un rapport qui a été présenté hier devant le Conseil de sécurité. Si le Mali est appelé à faire encore plus malgré le leadership reconnu du président de la République, la communauté internationale est aussi invitée à en faire autant. En effet, 3 ans après son déploiement, la MINUSMA peine encore à atteindre ses objectifs opérationnels. Le récit de Salif Sanogo depuis New York. Pour ce dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Mali, au titre de l'année 2016, il y avait comme un parfum de mea culpa ou d'aveu d'impuissance au Conseil de sécurité. Avec 80% de l'effectif militaire et à peine 66% de l'effectif de police, sans oublier les contraintes de moyens adéquats, la MINUSMA, 3 ans après son déploiement, n'arrive pas à atteindre sa capacité optimale. Depuis sa création, la MINUSMA a connu de grandes difficultés en matière de matériel appartenant au contingent, surtout avec les unités constituées de l'Union africaine qui ont changé de casquette. Les pénuries de matériel majeurs tels que les véhicules blindés, les véhicules de soutien, les groupes électrogènes, les usines de traitement des eaux et autres matériels logistiques critiques ont empêché la police et les militaires de s'acquitter de leurs tâches opérationnelles. La reprise depuis le mois de juillet des affrontements entre les groupes signataires dans la région de Kidal a hypothéqué durablement le processus de paix et a conduit à repousser une nouvelle fois la nomination des administrations intérimaires. Ces arrangements institutionnels et sécuritaires auraient dû être en place en fait depuis près d'1 année. Si au plan sécuritaire, de gros efforts demeurent à faire dans la mise en œuvre de la résolution 2295, du côté des Nations Unies, l'on n'hésite pas à émettre des critiques quant aux allégations de violation des droits de l'homme. Le recours excessif à la force, imputé aux forces de défense et de sécurité du Mali dans la lutte contre le terrorisme, nous paraît exagéré. Cette appréciation, en effet, ne prend pas en compte les efforts du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, et ce, dans un contexte difficile, marqué par l'absence du contrôle de l'État sur certaines parties du territoire national. Dans le rapport du secrétaire général, les Nations Unies reconnaissent le leadership du président de la République dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les uns et les autres ont salué les différentes initiatives prises, comme la révision du Code des collectivités, l'adoption de la nouvelle loi électorale ou encore les élections communales à venir, ainsi que la conférence d'entente nationale. Par rapport à la situation à Kidal, le Mali tient à être on ne peut plus clair. Je tiens à souligner que le gouvernement de la République du Mali n'est ni de près ni de loin lié à ces tensions ou à ces rivalités locales. Le gouvernement appelle de nouveau à l'adoption des sanctions ciblées à l'encontre de tous les auteurs d'entraves à la mise en œuvre de l'accord. En somme, des avancées ont été certes enregistrées, mais il reste encore du chemin à faire vers la paix totale. Le Mali tient à jouer toute sa part de responsabilité et l'union des Maliens sera un atout majeur dans cette quête. C'est tout du moins ce qui se susurre dans les couloirs des Nations Unies. Les travaux de la réunion thématique du processus de Rabat ont pris fin sur des mesures satisfaisantes pour la diaspora. Il s'agit entre autres du soutien des pays d'accueil aux migrants ou encore des investissements vers les pays d'origine. Mariam Sagara. Au terme de la réunion thématique du processus de Rabat, plusieurs recommandations ont été faites pour la bonne gestion de la migration et de la diaspora africaine. De commun accord, les pays d'accueil et l'Afrique faciliteront à la diaspora tout mouvement de fonds et de retour planifié. Tout ce travail que nous menons ici, c'est un travail en profondeur sur des logiques de développement de long terme, mais qui est nécessaire pour qu'aujourd'hui, demain, des emplois soient créés et que des vies soient sauvées. Il y a un lien très direct en fait entre la création de conditions dignes et l'arrêt peut-être de la fuite migratoire dans des conditions très risquées. Tout au long de cette rencontre, vous avez débattu de manière concrète de nombreuses opportunités que les migrations internationales offrent aux sociétés d'accueil
aux pays d'origine ainsi qu'aux migrants eux-mêmes. Nombreuses sont les options proposées, comme réduire le coût d'envoi des fonds de la diaspora, renforcer la protection des investissements de la diaspora. En perspective, le processus de Rabat permettra à la diaspora d'organiser les conditions de vie des migrants. Ces mesures vont renforcer, selon les acteurs, l'impact des migrations sur le développement africain. La Direction nationale de la pêche vient d'être dotée de matériel informatique et de véhicules. Les équipements acquis dans le cadre du projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes du bassin du Niger permettront aux structures techniques régionales de la pêche d'être plus mobiles dans la collecte des statistiques de la pêche. Le point de la cérémonie de remise avec Al-Jumatina. Du matériel pour la Direction nationale de la pêche, entre autres 8 véhicules, 12 motos, des ordinateurs de bureaux et accessoires et 2 groupes électrogènes. D'un coût de plus de 277 millions de francs CFA, entièrement financés par la Banque mondiale, ces matériels sont acquis dans le cadre du projet de développement des ressources en eau et de gestion des écosystèmes du bassin du fleuve Niger. Nous sommes en quelque sorte le lien direct entre tous les partenaires au niveau national et l'autorité du bassin du Niger qui pilote pour le compte de l'ensemble des pays membres toutes les actions relevant du bassin du fleuve Niger. Nous avons connu quelques difficultés, mais la satisfaction est totale aujourd'hui. Programme sous-régional de l'autorité du bassin du Niger, le projet PDRG à travers CGS renforce les potentialités opérationnelles de la Direction nationale de la pêche. J'ai fait le tour de certaines capitales régionales pour voir les conditions de travail de mes structures. Et ces structures manquaient de tout, jusqu'au niveau du matériel roulant, alors qu'ils sont chargés de collecter les statistiques sur la pêche, et principalement la pêche de capture. Ce n'est qu'un départ, il y a d'autres actions qui sont planifiées, qui sont en cours. Ces équipements rallongent ainsi la liste des réalisations déjà faites dans le cadre du projet. Ils seront destinés aux directions régionales de la pêche. Quelle solution faut-il trouver pour transférer les ordures de Bamako vers des décharges finales? Les membres de la commission sciences, techniques et environnement du Conseil économique, social et culturel étaient sur le terrain ce matin pour mieux comprendre le problème avec Ozone. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. La problématique des dépôts d'ordures de transit à Bamako continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ces ordures dégagent des odeurs nauséabondes avec des mouches partout, toute chose qui constitue un danger pour la santé des populations riveraines. C'est dans ce cadre que la commission sciences, techniques et environnement du Conseil économique, social et culturel est venue voir et comprendre les problèmes de la société Ozone Mali chargée d'évacuer ces ordures. Ici, c'est un dépôt de transfert, ce n'est pas un dépôt de transit, mais qui en réalité, ça se transforme en dépôt de transit, ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi cette situation? Il y a lieu de chercher vraiment à savoir. Il y a effectivement la charge qui a vraiment beaucoup augmenté. Les membres de la commission sciences, techniques et environnement ont sillonné le boulevard de l'Indépendance, l'avenue du 22 octobre 1946, pour se rendre compte de la propriété de ces avenues. Du cimetière de Lafiabougou, le constat est alarmant. Des collines d'ordures se dressent tristement à côté des agglomérations. Ça, c'est des vieux déchets, on dirait ici, qui sont là depuis même avant l'avènement de Ozone Mali. La convention qui lie Ozone Mali à la mairie du Sud Bamako, avec l'aval de l'État, à travers le ministère de l'assainissement et le ministère de la décentralisation, n'est pas exécuté à souhait. Si chacun joue sa partition, tous les problèmes seront levés. La société Ozone ne sait même plus là où déposer. Les décharges, il n'y en a pas. Les camions sont des fois arrêtés dans les rues. Combien de jours avant qu'ils trouvent un endroit pour les déverser? On a eu la chance d'avoir une grande société comme Ozone, qui est quand même professionnelle. Donnez-nous les moyens et puis, quelque part, il faut respecter les contrats, les conventions signées. Ici, 600 mètres cubes de déchets sont déversés par jour par des GIE. Un dénouement rapide de la situation fera du bien aux populations. Mais en attendant, elles sont toujours exposées au risque de maladies diarrhéiques et respiratoires.
Le contenu des autres communiqués à présent, le ministre de la Promotion de l'Investissement et du secteur, Koniba Sidibé, est à Washington depuis hier où il participe le 7 et 8 octobre aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre Koniba Sidibé participera également à un sommet consacré à la réduction de la malnutrition chronique chez les enfants qui regroupera plusieurs chefs d'État, ministres et le président de la Banque mondiale. Le ministre Sidibé prendra part aussi au symposium sur les avancées de l'inclusion financière. Pendant son séjour à Washington, le ministre de la Promotion de l'Investissement du secteur privé aura plusieurs entretiens avec les partenaires techniques et financiers. Et puis, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement informe les usagers que son département a entrepris des travaux d'intense entretien ou de réhabilitation de plusieurs axes routiers importants du district de Bamako. Ces travaux, qui sont effectués de jour comme de nuit, entraînent nécessairement des perturbations dans le trafic. Par conséquent, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement présente ses sincères excuses à l'ensemble des usagers pour les désagréments qui pourront causer les 10 travaux qui visent à améliorer et à préserver la sécurité routière. Le ministre, comptant sur la bonne compréhension de tous les usagers du district de Bamako, leur demande de bien vouloir respecter les consignes de sécurité, notamment les panneaux de signalisation. Assikassou, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a présidé ce matin l'ouverture des travaux de l'atelier préparatoire de la rentrée universitaire 2016-2017. Il s'agit pour les acteurs de mener une réflexion approfondie autour des défis et enjeux auxquels l'enseignement supérieur est confronté. Daouda Diakité. L'amélioration de l'environnement pédagogique dans les institutions de l'enseignement supérieur en termes d'offres de formation, de qualité des ressources humaines, la gestion des flux d'étudiants et des infrastructures, l'amélioration du système licence master doctorat LMD et le renforcement des activités para-universitaires sont quelques-unes des préoccupations au centre des réflexions de cette rencontre multi-acteurs. La priorité serait d'abord d'améliorer l'environnement pédagogique et de recherche. Ça veut dire de regarder le profil des enseignants, de les mettre dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire les cours, de regarder le contenu des formations, donc d'ajuster les formations. Pendant 3 jours, la centaine de participants, composés entièrement de recteurs d'université, de doyens des facultés, vont partager les grandes priorités permettant à l'enseignement supérieur d'occuper toute sa place dans le système de l'enseignement supérieur sous-régional et africain. Les efforts d'amélioration de la qualité ne peuvent devenir une réalité sans l'engagement des enseignants de qualité, ayant l'éthique requise pour former la jeunesse qui est l'avenir de notre pays. C'est pourquoi il nous faut désormais améliorer le taux d'encadrement et de recrutement. Nous, autorités régionales, dans ce contexte, marquons notre adhésion pleine et entière à toutes les initiatives relatives à la réforme de notre enseignement supérieur. Cette initiative, première du genre, devrait servir de déclic pour la création d'une université pour le Kénédougou dont les atouts ne manquent pas. Intensifier la culture du riz dans les pays ouest-africains, tel est l'objet d'une rencontre sous-régionale organisée par le Centre national de spécialisation sur le riz à Nyono. Les conseillers agricoles et techniciens venus du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Mali veulent améliorer la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur riz en Afrique de l'Ouest. Reportage de Foussine Samake. Dans les pays de l'espace UEMOA, la riziculture soutient de plus en plus l'autosuffisance alimentaire. C'est pour lever les contraintes majeures liées à l'amélioration de la production du riz dans la sous-région que les différents acteurs de la chaîne valeur ont échangé sur la gestion intégrée de la production riz dans les sites WAP du Mali. Toutes ces technologies doivent sortir et le lien entre les paysans et la recherche, ce sont les vulgarisateurs. Il faut développer leurs compétences. Ce partenariat entre Africa Ouest et ses partenaires devrait améliorer les capacités des conseillers agricoles et techniciens de la gestion intégrée de la production riz. Donc cette formation vient à point nommé pour permettre aux conseillers agricoles de pouvoir affûter leurs armes, régler où se trouve le problème, augmenter également la production pour satisfaire au plus et au mieux les besoins en alimentation, en riz pour la sous-région. Nous avons donc espoir que dans vos pays respectifs, vous ferez tâche d'huile, non seulement pour vos collègues, mais aussi les producteurs auxquels vous apporterez les conseils, quels que soient les systèmes de riziculture. Ainsi, les participants ont rassuré que les compétences acquises au Mali seront relayées dans les différents pays pour booster la chaîne de valeur riz et atteindre l'autosuffisance alimentaire dans l'espace UEMOA.
plus de 75 millions de francs CFA pour permettre à plus de 200 jeunes non ou faiblement scolarisés de la région de Gao de créer leur propre entreprise. C'est le montant de plus de 200 kits d'insertion remis ce vendredi à la place de l'indépendance de Gao sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Mahaman Babi. Compte rendu de Sekou Konaté. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, à travers l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ, dans le cadre du procès, veut traduire en actes concrets une volonté politique des plus hautes autorités, avec à leur tête le président Ibrahim Bokar Keïta, de placer au cœur de leurs préoccupations l'emploi des jeunes. Avec ces projets de développement de compétences en termes de formation et emploi jeune, en termes de kits d'insertion, et les jeunes de Gao, il faut le dire, c'est qu'ils ont vraiment postulé à hauteur de souhait et ils récoltent le quart du résultat de tout le Mali. Ainsi, 234 jeunes non ou faiblement scolarisés de la région de Gao ont été sélectionnés pour cette phase, pour recevoir des kits qui vont de l'embauche à la fabrication de tentes traditionnelles, en passant par le maraîchage, la coupe-couture, l'agroalimentaire et le petit commerce. Ajoutez à cela une enveloppe de 90 000 francs CFA de fonds de roulement, le tout pour 75 millions de francs CFA. Nous nous engageons à faire bon usage des 10 kits et fonds de démarrage qui permettront sans doute de bien commencer nos différentes activités génératrices de revenus. Nous allons donner de l'espoir à des jeunes. Notre devoir, c'est d'accompagner de tels jeunes. C'est d'accompagner des jeunes qui sont conscients qu'en se formant, en se mettant à la disposition de leur communauté, ils peuvent avoir du revenu pour eux-mêmes et pour leur communauté. Ils peuvent aider à combattre la pauvreté et la précarité. Le présent programme est financé par la Banque mondiale à hauteur de 3 milliards de francs CFA pour 5 ans pour couvrir 1000 jeunes à travers le pays. L'association TENET, en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale, vient d'organiser un forum de paix et du vivre ensemble à Gossi, dans le cercle de Gourmararoussa. Ce dialogue social a permis aux communautés de cette localité d'échanger sur les mots qui minent le développement de Gao. Le reportage de Drissa Koné. Gossi, situé à 160 km de Gao, l'association TEMED a réuni les fils de Gossi et environ pour un dialogue franc. Son président Ibrahim Ag Id Baltana s'est adressé aux communautés de Gossi en ces termes, je cite, « Cette rencontre doit aboutir à des propositions d'action pour que cesse cette tragédie qui connaît le pays, en particulier dans sa partie septentrionale et centrale. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés face à cette folie meurtrière où tuer son frère de lait ou de sang devient la mode. Que nous restera-t-il lorsque nous perdrons tous nos fils valeureux et à quelle fin surtout ?» Fin de citation. Des propos salués ici par le représentant du ministre de la Réconciliation nationale. Je voudrais vous rassurer. La démarche de votre organisation s'inscrit parfaitement dans la vision du ministère dans le développement des projets de résilience pour renforcer la cohésion sociale et vivre ensemble. Dans le cas de Gossi est un exemple. Située dans le Gourma, la commune de Gossi fait frontière avec le Burkina Faso. La promotion d'une culture de la paix dans toute cette vallée, comme partout au Mali, préoccupe aujourd'hui le gouvernement malien. Les communautés de Gossi doivent impérativement retrouver l'harmonie d'antan, gage de tout développement. C'est pourquoi je voudrais retirer mes félicitations et encouragements à TEMED à persévérer davantage la sensibilisation des communautés pour la promotion de la paix. Des fortes délégations venues de l'intérieur, de la diaspora et des communes voisines de Gossi ont pris part à cette rencontre. Hors de nos frontières à présent, Tunkaranke.com est une plateforme numérique qui offre des facilités de transactions multiformes aux Maliens vivant à l'étranger. C'est une initiative d'un jeune entrepreneur malien et elle regroupe cette plateforme, les banques, les assurances, les agences immobilières pour offrir divers services sans se déplacer et en toute sécurité. Magamfin Konaté a suivi la visite de Paris. La plateforme Tunkaranke ambitionne d'offrir aux migrants plusieurs services en un. Qu'il s'agisse de transfert d'argent, de programmes immobiliers, d'assurance et de rapatriement de corps, tout cela est regroupé sur une seule plateforme numérique. Pour réussir, les créateurs de la plateforme ont noué des partenariats avec les banques, les agences immobilières et les compagnies d'assurance. L'initiative a séduit l'ambassadeur du Mali à Paris. Dans les temps passés, les Maliens à l'extérieur ont eu énormément de difficultés pour l'acquisition de chacun de ces produits, que ce soit une maison, que ce soit des biens de consommation, que ce soit l'envoi de l'argent à leurs parents restés au pays. Donc s'il y a effectivement une autre
capacité, notre possibilité qui est offerte, et nous ne pouvons que l'accompagner dès lors que nous savons aussi que l'initiative de Touranké est adossée à des institutions maliennes ici en France qui ont confiance, et aussi au Mali, donc au niveau de leur disons des responsables de ces organisations, que ce soit les banques, les institutions financières. L'équipe de la plateforme s'était également rendue en Espagne à la rencontre des Maliens. Là aussi, elle a présenté le produit à l'ambassadeur du Mali auprès du Royaume d'Espagne. En Espagne comme à Paris, les diplomates ont salué l'initiative et réaffirmé leur disponibilité à l'accompagner. Actualité nationale à présent avec le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Omar As Diallo, qui a rencontré cet après-midi les responsables des structures en charge de l'organisation du Hajj pour les remercier des efforts déployés pour la réussite du pèlerinage 2016, faire le bilan des acquis et attirer leur attention sur certaines imperfections qui méritent d'être corrigées pour améliorer l'image du Mali et des Maliens sur les lieux saints de l'islam. Nous proposons d'écouter le ministre Thierno Amadou Omar As Diallo au micro de Adraman Maïga. C'était aussi l'occasion de s'en titiller un tout petit peu sur certains petits détails qui doivent être des éléments d'effort qui vont demander beaucoup plus de perfectibilité. Nous attendons les différents rapports des différentes commissions pour faire une synthèse. Et je crois que, en fait, cette réunion, c'est pour dire merci, mais en même temps, c'est pour jeter les bases du pèlerinage 2017. De plus en plus, l'État a une certaine mainmise pour mieux atteindre et réaliser sa vision. Nous avons une vision qui est une instruction du président de la République, Elhadji Ibrahima Boubacar Keïta, et donc petit à petit, au-delà de la baisse des coûts, etc., alors voilà, nous sommes en train d'aller à une sorte d'uniformisation. Alors donc, il faudrait que donc il y ait une synergie d'action. Nous sommes les premiers pays à quitter l'Arabie Saoudite, les premiers pèlerins africains. Alors donc, il y a beaucoup de choses qui sont des acquis, dont on a parlé, il y a des points faibles. Et les questions d'encadrement au niveau de la disponibilité des leaders religieux qui sont habitués à avoir des disciples ici, donc eux doivent même jouer ces rôles. Ça crée pour un premier contact. Et aussi, vous avez l'esprit même de nos pèlerins quand même, qui est des hommes et des femmes pour la plupart, qui voient pour une première fois la grande ville, l'avion, se retrouver dans ce monde d'une foule de 2 millions de personnes, le stress, la panique. Alors je crois qu'il y a un peu tous ces éléments. Cet autre communiqué dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers communaux du 20 novembre 2016, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la réforme de l'État a l'honneur d'inviter les partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants à communiquer les noms de leurs mandataires au directeur général de l'administration du territoire, au gouverneur du district de Bamako et au préfet de cercle au plus tard le 10 octobre 2016. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Comment les réseaux électriques intelligents participent au développement socio-économique et à l'électrification durable du Mali? Le sujet était au centre d'un séminaire hier jeudi ici à Bamako. La rencontre est initiée par le Centre international de formation en énergie et développement en partenariat avec le cabinet de conseil Yélin Consulting. Reportage de Nounou Sissoko. Faire des smart grids ou réseaux électriques intelligents un levier majeur de développement socio-économique au Mali, c'est le projet porté par le Centre international de formation en énergie et développement, CIFED Mali, en partenariat avec le cabinet Yélé Consulting de France. Marine, c'est un réseau, donc déjà un réseau intelligent, et c'est un réseau qui intègre au cœur de son fonctionnement les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est un réseau sur lequel il y a beaucoup de capteurs qui permettent de collecter un ensemble de données, et ces données transmises à tous les acteurs du système permettent de rendre le réseau plus communicant, plus pilotable à distance. À travers ces réseaux-là, on est capable à des échelles différentes, que ce soit à des réseaux opérés ou à des niveaux de micro-réseaux, d'avoir une intelligence, un fonctionnement du réseau qui permet le développement de ces énergies et les mettre au service des populations ou des entreprises. Et c'est en ça qu'il va contribuer au développement économique et social, mais également environnemental. L'avènement de réseaux électriques intelligents dans notre pays passe par la formation des ressources humaines pour accompagner le processus. Alors le centre c'est CIFED,
Centre international de formation en énergie et développement durable. Notre rôle, ce sera vraiment d'aider l'Afrique d'une façon générale, le Mali en particulier, à former les locaux dans tout ce qui est compétences dans les domaines de l'énergie et du développement durable. Nous touchons aux énergies, enfin tout ce qui est groupe électrogène, tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est éolienne, solaire, biomasse. Pour les initiateurs, les Smart Grids doivent permettre d'améliorer la qualité de vie des populations et de sécuriser l'activité des entreprises. Il s'agit également d'inscrire le Mali dans une dynamique de développement durable. La course de pirogue constitue dans la région de Mopti un événement phare et mythique qui a été depuis la nuit des temps au centre des grandes festivités. Cette course, qui est à la fois un événement culturel et sportif, apparaît pour les populations riveraines comme une tradition hautement symbolique qu'il faut absolument perpétuer pour les générations futures. Voici le dossier d'Orte Mopti signé Yakubo Maïga et Mamadou Bamba. La pirogue, symbole du transport fluvial, est depuis la nuit des temps au cœur de la dynamique de la vaste plaine de la région de Mopti, qu'est le delta intérieur du Niger. Elle est un moyen de transport et de communication, ainsi qu'un facteur de production pour les activités de pêche et d'agriculture. À ce rôle économique s'ajoute une dimension culturelle en tant que support des manifestations symboliques à travers la course de pirogue. Dans les temps, il y a la sasserie dans les brousses en bois. Bon, au retour, on fait des courses jusqu'à l'indépendance. Course de pirogue là, c'est 14 juillet au 11 novembre. Ça, c'est entre les deux cercles. Mopti, Djenné. Bon, maintenant, chaque cercle fait son organisation. C'est une valorisation de la culture des peuples riverains. Et lorsque ceci arrive, vous pouvez imaginer, il y a des villages où on ne peut pas mettre pied. C'est tous les leaders, ceux qui sont détenteurs de savoir, qui s'impliquent pour que l'honneur, c'est la compétition, c'est pour avoir de l'honneur. En ce sens, la course n'est que l'affrontement des puissances occultes dont la plus puissante commande à la victoire, les rameurs faisant office de figurants. D'où les recours à des forces occultes à travers des cérémonies rituelles accompagnées d'offrandes. Si tu vois qu'il y a des pirogues qui vont noyer dans l'eau, c'est tout, c'est ça. La compétition proprement dite se déroule sur une distance de 6 km avec la participation de 7 à 9 pirogues. Chaque pirogue compte une trentaine de rameurs. Pendant des heures, les différentes pirogues rivalisent sur les hautes eaux du fleuve Bani avec la ferme volonté d'arriver en tête et de brandir le drapeau national. On fixe des perches. Chaque pirogue prend la perche. Au premier coup de fusil, la pirogue démarre. À l'arrivée aussi, le nez de la pirogue qui pointe, on considère la pirogue comme gagnante. D'activité traditionnelle, la course des pirogues est devenue aujourd'hui en région de Mopti un événement sportif majeur et un facteur de cohésion sociale. Il faut que notre pays considère la course de pirogue comme non seulement une activité ludique, mais aussi un sport traditionnel, au même titre que le football, le basket, l'athlétisme. La course des pirogues de la région de Mopti constitue l'événement phare des festivités. Nous sommes en train de réfléchir à une grande course de pirogue et il y a une commission qu'on va bientôt mettre en place et une date sera choisie. Concernant les pirogues utilisées pour la course, selon les constructeurs, elles ont une forme originale et sont constituées de matériaux particuliers comme le bois de caïcédra. À Tombouctou, l'association Lecture Vivante vient de procéder au lancement du livre de Sané Chirfi Alpha, écrivain, chercheur et homme de culture. La vie de tous les jours à Tombouctou est le titre de cet ouvrage d'une centaine de pages, compte rendu de la cérémonie de lancement avec Yéa Tandina. La vie de tous les jours à Tombouctou est un recueil d'une centaine de pages retraçant les faits quotidiens et vie culturelle du Tombouctien. Cet ouvrage est le fruit de plusieurs années de recherche selon l'auteur Sanchirfi Alpha, écrivain, chercheur, actuellement délégué régional du médiateur de la République. C'est au cours d'une cérémonie que le livre a été présenté au public. Ce qui m'inspire, c'est ce grand passé de Tombouctou qui est en train d'être ignoré, qui est en train de se détériorer. Alors que ce sont des valeurs universelles qui peuvent être quand même un levain pour l'avenir. Je dédie ce livre à tous ceux qui ont Tombouctou dans leur cœur. Un espoir que la nouvelle génération s'inspire de ce livre-là. Tombouctuier, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est la culture de la paix, c'est l'amour du prochain, c'est la tolérance. Pour les témoins, l'écriture est un art hérité.
Et la particularité de ce livre relate les faits de société qui reposent sur l'esprit. Dans la vie courante, il regarde beaucoup, il cherche beaucoup, il écoute. Et ce qui le caractérise, c'est quelqu'un qui aime Tombouctou d'un amour sincère. Il a écrit sur Tombouctou. Il n'a pas écrit comme les mêmes récits que tout le monde raconte. Il est parti de faits, des ménifaits du jour, des ménifaits que certains n'ont pas écrits dans les livres, qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on ne dit pas aux autres. Auparavant, l'association Lecture Vivante, à travers un montage poétique, avait impressionné le public du poème Dodo, ou Danse du masque en son oreille. Ici à Bamako, l'Institut français du Mali a vibré hier soir au rythme de la fusion entre la musique mandingue et celle gitane du flamenco espagnol à travers un concert inédit animé par Toumani Diabaté et le groupe Ketam, baptisé Songhai. Ce projet musical qui date de 1988 est un véritable voyage culturel entre le Mali et l'Espagne. Retour sur les temps forts de ce concert avec Modibo Soirée. Cette soirée musicale à l'Institut français du Mali a donné une belle occasion d'explorer de manière festive les liens culturels entre l'Espagne et notre pays à travers le projet musical baptisé Songhai. Une rencontre artistique magnifiée par cette fusion Toumani Diabaté et le groupe espagnol Ketama. Métissage de rythmes harmonieux, ce savant mélange des cultures mandingues et gitanes a gratifié ce fabuleux public, un exercice de dialogue instrumental complémentaire, subtil et riche. On ne peut pas du tout communiquer parce que eux c'est des Espagnols, ils ne parlent pas français ni l'anglais ni bambara, et moi non plus je ne parle pas l'espagnol et tout, mais bon on arrive quand même à jouer ensemble, ça c'est vraiment la grâce de Dieu et la force de Dieu. Bueno, ceci a commencé il y a longtemps, c'était très important soit pour la carrière de Toumani que pour la carrière de Ketama. Et voilà, ils ont fait un retour ensemble, ils ont partagé voilà, la culture espagnole avec la Mali. Au cours de la soirée, Toumani Diabaté, maître incontesté de la chorale, s'est même lancé dans les rythmiques complexes du flamenco à travers une reprise de la chanson mythique Mali Sadio. C'est une chanson de Toumani qu'ils ont essayé d'amener vers le flamenco. Et même s'ils ne parlent pas la même langue, ils partagent le langage de la musique. Donc ils se comprennent à travers ça. Voilà une belle soirée récréative qui annonce déjà les couleurs des festivités commémoratives de la fête nationale du Royaume d'Espagne. Un événement célébré mercredi prochain, 12 octobre. Place maintenant au sport. Football, première journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Aigles du Mali jouent demain samedi à Bouaké contre les éléphants de Côte d'Ivoire au compte du groupe C. Khalifa Namatraoré nous plante le décor. Un peu plus d'un mois après la fin des qualifications à la CAN 2017, l'Afrique du football se dirige vers la Russie avec la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour entrer dans le vif du sujet et se donner les moyens de réussir une première présence dans le Gotha mondial, les Aigles du Mali se doivent de taper un gros coup face à l'adversaire qui leur a causé le maximum de tort en football, les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces buts, les Aigles du Mali doivent hisser leur niveau de jeu, être plus combatifs et surtout plus efficaces. Très déterminé, très engagé, avec surtout aucune crainte de tout, en éliminant ce signe dont vous êtes en train de parler. On ne va certainement pas parler de ça. On va se préoccuper que du match à jouer en fonction des forces et des faiblesses de l'adversaire et des conditions de jeu auxquelles nous serons confrontés. Et à partir de là, mettre en place ce que nous souhaitons pour cette rencontre. La nouvelle génération des Aigles du Mali est bien consciente de l'enjeu de ce match et entend mettre tous les atouts de son côté pour réaliser une grosse performance à Bouaké. Les récentes oppositions à la CAN 2015 en Guinée équatoriale, un but partout, ou au championnat d'Afrique des Nations en janvier dernier au Rwanda, victoire des Aigles en demi-finale 1-0. Ces oppositions attestent bien qu'il y a de la place pour les Maliens de s'imposer face aux champions d'Afrique en titre.
Le sélectionneur national Alain Giresse pourra compter sur la jeunesse de son groupe qui navigue sur une bonne vague, témoin les éliminatoires de la CAN 2017 avec un bilan de 5 victoires, 1 nul en 6 sorties, 13 buts marqués, 3 encaissés. Malgré quelques absents comme Bakary Sako, Abdoulaye Diaby, Adama Traoré et Ousmane Koulibaly, les Aigles gardent la grande sérénité pour écrire une autre page de confrontation Côte d'Ivoire-Mali qui penche largement en faveur des éléphants avec 22 victoires contre 5 succès des Aigles et 9 matchs nuls. Voilà, et déjà nous partons à Bouaké avec notre envoyé spécial Kodi Sibi qui nous parle de l'accueil de l'équipe nationale et certainement de la séance d'entraînement de cet après-midi. Il est 16h30, le bus des supporters des Aigles du Mali s'apprête à rentrer à Bouaké. Soudain, une marée humaine est à l'accueil. Il s'agit de la très forte colonie malienne. La rencontre crée du coup une belle ambiance dans la bulle, cela jusqu'au niveau du consulat. Les supporters maliens sont impatients de retrouver le match de demain entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali. Ils croient dur comme fer à une victoire malienne. Match de samedi, je vois la victoire du Mali. Le Mali va gagner. Cette fois-ci, tout va finir entre le Mali et la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Vous voyez l'engouement qui est autour de cette match. Bon, à chaque fois, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais nous souhaiterons que cette fois-ci, qu'on mette fin à ça. Et que le Mali puisse se remporter au moins. Les autorités au niveau de l'ambassade et du consulat multiplient les rencontres avec les supporters pour que tout se passe dans des conditions idoines. La Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères, des peuples frères et amis de longue date, qui ont les meilleures relations possibles. Et j'ai dit qu'ici à Bouaké, certains considèrent Bouaké comme la deuxième ville du Mali. Tellement nous avons nos compatriotes qui sont installés ici, qui ont travaillé, qui ont vécu de génération en génération. Cela est extrêmement important. Et j'ai dit que si cela se passe, que vous venez dans un endroit, vous puissiez rester pendant des générations, travailler, avoir de la richesse, c'est parce que vous avez eu un très bon logeur. Les Ivoiriens ont été des bons logeurs, des bons djatigui. Avant de se retrouver dans les gradins du stade de Bouaké, les fans des Aigles donnent déjà le ton. Vous comprenez que le duel sera aussi bien sur la pelouse entre les joueurs que dans les gradins avec les supporters. Voilà, donc duel sportif demain entre la Côte d'Ivoire et le Mali au stade de la paix de Bouaké. Le RTM, dans sa logique de la passion du service public, vous fera vivre comme si vous y étiez le match et tous ses ingrédients périphériques. Récit de nos envoyés spéciaux, analyse des spécialistes sur le plateau, interview des supporters, tout y passe. Rendez-vous donc demain à partir de 17h sur les antennes de l'ERTM pour vivre en direct cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et tout à l'heure également rendez-vous sur TM2 pour suivre un débat autour de cette rencontre Côte d'Ivoire-Mali. La dépouille de Monseigneur Georges Fongoro, évêque de Mopti, est arrivée hier jeudi à Bamako. Elle a été accueillie, cette dépouille, par les responsables de l'Église et des membres du gouvernement. Une messe a été ensuite animée en sa mémoire par l'archevêque de Kandi au Bénin en présence du Premier ministre Modibo Keïta, compte rendu de Isaac Tchenou. Décédé le 22 septembre dernier, c'est hier jeudi dans la nuit que la dépouille de Monseigneur Georges Fongoro est arrivée à Bamako. L'apôtre de Dieu qui a servi toute sa vie, le Seigneur, a été accueilli par les archevêques de Conakry et Kandi, aux côtés de l'archevêque de Bamako, Jean Verbeau et d'autres personnalités. Un moment difficile pour l'Église. Ensuite, la délégation a pris le chemin de la cathédrale de Bamako. À la cathédrale Sacré-Cœur a eu lieu la veillée de prière et Eucharistie. Cette messe présidée par Monseigneur Clé Félio, archevêque de Kandi au nord du Bénin, l'Église témoigne de sa foi et de son espérance en la résurrection. La mort est pour le chrétien un passage vers Dieu à la suite de Christ. La célébration de l'Eucharistie, à l'intention du défunt, a été l'un des temps forts de cette veillée funèbre. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre Modibo Keïta et certains membres de son gouvernement. L'ambassadeur du Mali en Italie, Bruno Maïga, a transmis le message de Varena où Monseigneur Fongoro a perdu sa dernière bataille.
Quant au Premier ministre Modibo Keïta, il a présenté les condoléances de toute la nation. Monseigneur Fongolo a fait l'objet de grands hommages et la communauté de Verona m'a chargé de transmettre aux fidèles laïcs et au clergé du Mali leur sentiment de profonde tristesse, tant Monseigneur Fongolo a été pour eux plus qu'un pasteur. Et dans certains villages, aux environs de Vérone, ils reconnaissaient plus à Monseigneur Fongolo leur évêque qu'à l'évêque du lieu. Dans la douleur, nous avons perdu un frère, un homme de bien, un homme de foi, Monseigneur Georges Fongolo, arraché à notre affection, loin de sa terre, mais si proche de sa terre. Car au moment où le livre de ce monde se soustrayait à ce regard pour ouvrir la porte du ciel, c'était le 22 septembre, date anniversaire de l'indépendance de notre pays. Coïncidence. C'était l'appel de la terre de Yélé, de la terre de Bankas, de la terre du Mali. L'appel de Dieu est implacable. Nous nous soumettons à cela. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avec une tristesse profonde, je voudrais, au nom du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de toutes les institutions de la République du Mali, au nom du gouvernement, et pourquoi pas, pour clore au nom du peuple du Mali, nos condoléances les plus émues. Le corps a été ensuite béni avant de prendre le chemin du diocèse de Mopti. Et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et rendez-vous tout à l'heure sur TM2 pour un important débat autour du match Côte d'Ivoire-Mali, comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Merci et bonsoir.